à tous. Nous nous retrouvons pour la seconde partie du récit de la vie d'André Duchesne. Lors de notre dernière publication, nous l'avions quitté en mars 1909, à l'âge de 40 ans. Il suivait des cours par correspondance auprès de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie. Durant ces années-là, il travaille dans le canton de Saint-Savin en qualité d'agent voyer. L'entretien des chemins est de son ressort. En 1908, il a en main une note du 31 mai sur la situation de l'approvisionnement des matériaux sur les chemins de grande circulation. Figurent sur cette note les noms de cantonniers, Ribardière, Lebeau, Guillemin, Albert et Alphonse et Raison. Cette note est rédigée à Béthune et signée par Guillemin. Elle détaille pour chaque section des chemins concernés la désignation des bornes où sont déposés les matériaux approvisionnés. Il figure pour chaque section un cubage de matériaux dits bruts et un cubage de matériaux dits cassés. Les matériaux sont cassés soit par prestation, c'est un agent extérieur, ou en majorité par les cantonniers eux-mêmes. On imagine la difficulté des travaux. Un peu plus tard cette année-là, il rédige un brouillon de notes sur l'adduction d'eau. Pour information, ce sujet est la 8e partie du cours raisonné et détaillé du bâtiment dont nous avons déjà parlé la fois précédente. Et vu l'état du livre, il a dû le potasser. On retrouve d'ailleurs dans cette note des phrases extraites du livre de cours. Il tire l'information qu'il faut compter 10 litres d'eau par jour et par personne et 40 litres par grosse tête de bétail. C'est peu en comparaison de la consommation actuelle. Selon une étude de l'ADEME de 2017, la consommation moyenne de chaque Français est de 150 litres par jour. Nous sommes loin des 10 litres d'eau prévus par André Duchesne dans son étude. Il s'intéresse aussi dans cette note aux bactéries et aux sels minéraux. On y apprend que les eaux qui contiendraient trop de sel de chaux carbonate sont dites lourdes et sont impropres au savonnage et à la cuisson des légumes. On ne sait pas exactement à quoi a servi cette note. Néanmoins, d'une manière ou d'une autre, ces informations ont été utiles à André pour l'élaboration du système d'adduction d'eau de sa maison. Il avait élaboré et mis en œuvre un système de pompage, de réserve, qui permettait l'alimentation en eau de la maison. Elle fut d'ailleurs l'une des premières à avoir l'eau courante et une salle de bain. André Duchesne est actif et sera membre de plusieurs associations, que l'on appelait à l'époque des sociétés. Il entre en 1910 à la Société académique d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts de Poitiers. Elle a été fondée en mars 1789, autorisée en 1818 et reconnue d'utilité publique en avril 1876. Il s'agit là d'une société savante, regroupant des notables d'horizons divers en plusieurs commissions. C'est un lieu d'échange, de propositions faites au Parlement. Elle permet de faire des communications sur des sujets techniques, scientifiques et culturels. La cotisation annuelle est de 10 francs et les commissions se réunissent à Poitiers. Il est investi dans la ville. Il est membre du conseil municipal de Saint-Savin. Par ailleurs, André Duchesne est promu le 17 juillet 1911, à l'âge de 43 ans, chevalier de l'ordre du mérite agricole. Il reçoit cette distinction en récompense de la création de la Caisse locale de crédit agricole qu'il a ouverte en 1896 à l'âge de 27 ans et de ses 15 années de pratique. En effet, une loi récente à l'époque, en 1894, permet la libre association professionnelle et autorise, entre autres, la formation de syndicats agricoles et la création de banques locales mutualistes. Cette loi, promue par le ministre de l'Agriculture Jules Méline, permet la création de caisses locales de crédit agricole. C'est le début de la banque verte. Les premières caisses sont la création d'élites locales, composées d'agronomes, de professeurs, de propriétaires, alors que les agriculteurs sont encore minoritaires. André est concerné par le sujet. Il est propriétaire de nombreuses terres autour de Saint-Savin. Nous avons retrouvé aux archives départementales, dans l'état de section des propriétés non bâties et bâties, la liste des terres qui lui appartiennent.
Il nous laisse d'ailleurs une note de brouillon qui recense les récoltes de l'année 1908. On y trouve des récoltes de blé, de plantes sarclées, d'avoine et d'orge et de graines, pour différentes exploitations, la ferme des Petits Prés, le Trot, la Garenne, les Carrières, les Côtes, Garenne-Tailly, le Roc, les Loges, Siouvres et bien d'autres. Ces réalisations commencent à sortir. Il travaille depuis 1903 sur le projet de mairie-école d'Antigny. Elle sera terminée en 1910 et André Duchesne signera le bâtiment en qualité d'architecte. C'est à cette époque qu'il construit la fabrique du Point du Jour. La date précise n'est pas connue, mais l'étude des cartes postales montre qu'elle apparaît entre 1908 et 1911. Il a fallu beaucoup de main-d'œuvre pour construire ce château. C'est ainsi que la famille appelle encore aujourd'hui la fabrique. Qu'à cela ne tienne. André est agent voyer, il a un réseau de cantonniers. La légende nous dira qu'il les a fait travailler au noir. Il n'a certainement pas posé une seule pierre, ses petits-enfants ne le décrivent pas comme un manuel. C'était un gros chantier. Il a fallu apporter des pierres pour la construction, mais aussi pour l'aménagement du jardin de rocaille. Cette construction est l'une des marques du passage d'André Duchesne à Paris. En effet, comme nous l'avons vu, il a séjourné à Paris autour de l'année 1893, soit 26 ans après l'inauguration par Napoléon III en 1867 du parc des Buttes-Chaumont. Ce parc regroupe tous les éléments que l'on retrouve dans la propriété d'André Duchesne en miniature. Un jardin paysager, des jeux d'eau, des grottes, des rusticages, des rocailles et une fabrique sur un point culminant. Tout ceci est très à la mode à la fin du XIXe siècle. En revanche, André a mis sa touche personnelle. La fabrique qu'il a construite n'est pas une ruine de type temple grec ou romain, mais un château médiéval, avec tous ses attributs. Un pont-levis, des échauguettes, des meurtrières, des mâchicoulis, une tour d'angle, des créneaux et un blason. Nous retrouvons dans les documents transmis par la famille un croquis dont le blasonnement est d'azur à 3 glands d'or, posé 2 en chef et 1 en pointe, timbré d'un casque de profil orné de fer, lambrequin d'or et d'azur. Il est un peu différent de la représentation qu'en a faite André sur la fabrique. Nous n'avons donc pas la certitude que ce blason soit bien celui de la famille. Vous avez pu voir dans les différentes publications la présence de sarcophages dans la fabrique. Leur provenance est incertaine. L'une des hypothèses est qu'il pourrait venir du cimetière paroissial de l'église Notre-Dame qui occupait la place de la République jusqu'en 1811. Les travaux du monument aux morts ont peut-être permis de mettre la main sur ces sarcophages. Les dates et la proximité des lieux plaident en la faveur de cette hypothèse. Le 10 septembre 1911 a donc lieu l'inauguration du monument aux morts de la guerre de 1870-1871 sur la place de la République. C'est encore André Duchesne qui signe ce monument en qualité d'architecte. Cette construction est intéressante à 2 titres. Ce monument est résolument moderne. Il utilise des matériaux innovants à l'époque, et notamment la pierre plastique, dont l'usine était en haut, à côté de la gare. Il est un clin d'œil aussi à son beau-père, et nous verrons pourquoi. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent de la période très tourmentée pendant laquelle André est né. Napoléon III avait abdiqué le 2 septembre 1870 face à Guillaume Ier, roi de Prusse, mettant fin au Second Empire, et la Troisième République avait été proclamée le 4 septembre 1870 par Léon Gambetta à l'Hôtel de Ville de Paris. 3 jours plus tard, le 7 septembre 1870, un certain Pierre-Léopold de Boulet de Montmorillon est parti par le train de 11 heures avec ses camarades de la 6e compagnie de l'île Jourdain dans des wagons à bœufs pour se battre contre les Prussiens. Une compagnie ne partant jamais sans drapeau, la mairie de Montmorillon lui a donné à la hâte un drapeau. Dans un cahier de notes, Léopold de Boulet, qui n'est autre que le beau-père d'André, raconte ces quelques mois de guerre et l'histoire du drapeau. Au cours des combats, ce drapeau avait été oublié avec du matériel dans un collège de Joinville-le-Pont transformé en ambulance.
À la fin des hostilités, 2 volontaires, Léopold de Boulet et le docteur Bénard de Montmorillon, se sont portés volontaires pour aller le récupérer, une véritable épopée. Il se trouve que le soldat sculpté sur le monument aux morts de la place de la République est un soldat porte-drapeau. On peut facilement y voir un clin d'œil d'André à son beau-père, qui ne décédera qu'1 an après l'inauguration du monument aux morts. En 1913, André Duchesne écrira un brouillon de lettre à monsieur le sous-préfet pour lui demander son avis sur la restitution du drapeau qu'il a en sa possession car son beau-père le lui a laissé avant de mourir en octobre 1912. André souhaite le remettre à la Société des anciens combattants. Nous ne savons pas si cela a pu être fait. Lors de l'inauguration de ce monument, c'est Léon Caillon qui est maire. Il est également notaire à Saint-Savin depuis 1884 et le sera jusqu'en 1916. En 1912, il sera d'ailleurs élu conseiller général sous l'étiquette du Parti radical. André et Léon Hédoux sont tous 2 conseillers municipaux. Les cartes postales de l'inauguration du monument aux morts sont émouvantes et elles nous parlent. En effet, la fête a une grande importance. Les autorités sont accueillies par une foule qui s'est massée à la gare. Il fait très beau, les ombrelles sont nombreuses, il y a du monde. Le monument aux morts n'est pas encore dévoilé et la toile de la tribune n'est pas encore tirée. Puis, lorsque l'inauguration a lieu, la foule est encore plus nombreuse. Nous y voyons certainement quelque part André Duchesne, sa femme et son beau-père. Mais où? On distingue une silhouette devant la porte de la maison. La ville pavoise, et André Duchesne n'est pas en reste. Il est fier de sa toute récente construction, la fabrique, et elle porte fièrement un drapeau tricolore. À l'origine, le monument était entouré d'une grille, il était coiffé d'un pot-à-feu qui a disparu par la suite. André Duchesne a donc laissé sa trace place de la République par 3 réalisations. La première est la fabrique du Point du Jour, la seconde, le monument aux morts, et la troisième, la façade de la maison qu'il a remaniée un peu plus tard. Sur cette façade, il marquera une seconde trace de son passage à Paris, la plaque émaillée donnant le nom de la maison, le Point du Jour. La typographie de cette plaque est celle des stations de chemin de fer. Or, il s'avère qu'il y avait, à l'époque où André était à Paris, sur la petite couronne de Paris, une station nommée la gare du Point du Jour. Elle n'était pas loin de là où logeait André. On peut y voir là aussi un nouveau clin d'œil. Par la suite, d'autres réalisations vont suivre. En 1912, André Duchesne a 43 ans, mais il continue à se former. Il a une carte d'étudiant à la Faculté des sciences de Poitiers pour l'année 1912-1913. Malheureusement, nous n'avons pas le détail des cours qu'il a suivis. Dans notre prochain épisode, nous retrouverons André et sa famille avant la Grande Guerre. Alors je vous dis à bientôt pour la suite de notre récit.